Tideb présente Un billet pour le commissaire de Susanna Longo et Régine Boutégège. Chapitre 1. Des signes mystérieux. Bonjour, monsieur Louis. Le Figaro, s'il vous plaît. Et donnez-moi aussi l'Express et le Point. Voilà, monsieur le commissaire. Alors, vous avez le temps de lire, hein, maintenant? C'est beau, la retraite? Oui, j'en profite. Je vous dois combien? Le commissaire Grasset n'a pas envie de bavarder ce matin. Il fait beaucoup trop froid. 3 et 3, 6 et 2 € pour le Figaro. Ça fait 8 €, monsieur le commissaire. Ah, ça doit quand même vous manquer, le bureau, les collègues, les meurtres. Tout arrêté comme ça. Le commissaire farfouille dans son portefeuille. Je suis désolé, je n'ai qu'un billet de 200 €. Ça ne fait rien. Je vais vous le changer. Et puis, dites, vous n'allez pas me refiler un faux, j'espère? Le marchand de journaux. Voilà. 50, 100, 150 qui font 200. Ils sont vrais, monsieur le commissaire. Vous pouvez être tranquille. Bonne journée. Merci. Au revoir, monsieur Louis. Le commissaire Grasset est pressé de rentrer chez lui, de mettre ses pantoufles, de se laisser tomber sur le divan et de lire. Subitement, il s'arrête net. Zut! J'allais oublier. Vite, il traverse la rue et entre chez le fleuriste. Bonjour, monsieur le commissaire. Qu'est-ce qui vous amène ici? Il n'y a pas d'assassin ici, hein? Et puis, dites, vous avez fini de leur courir après? Bonjour. Je voudrais un bouquet, une douzaine de roses. Vous les ferez livrer chez moi vers midi. C'est notre anniversaire de mariage. Ah, elle en a de la chance, votre femme. Regardez ces belles roses rouges. Ça va la rendre amoureuse, comme au premier jour. Oui, elles sont magnifiques. Alors, vers midi, je vous dois combien? 25 € avec la livraison. Le commissaire ouvre son portefeuille, sort un billet de 50 €, le tend au fleuriste, quand il remarque quelque chose d'étrange, comme des signes sur le billet. Attendez, tenez, j'ai le compte. Voilà, 25 €. Au revoir, monsieur le commissaire. Une fois dans la rue, le commissaire Grasset considère avec attention le billet. Ces signes, on dirait des chiffres. Une poussière noire reste collée à ses doigts. Il s'essuie à son mouchoir et hausse les épaules en souriant. Décidément, je vois du mystère partout. C'est une déformation professionnelle. Un peu plus tard, il est tranquillement assis dans son fauteuil quand sa femme l'interpelle. Dis donc, chérie, tu as consolé une jolie blonde ce matin? Sarcastique, elle tient à la main un mouchoir. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce que tu fais avec mon mouchoir? Ton mouchoir, je vais le laver. Mais j'aurai du mal à enlever ces taches de rimel. Et je me demande comment elles sont arrivées là. Du rimel? Tu en es sûr? C'est bizarre. Le commissaire Grasset se lève d'un bond, va prendre sa veste dans le placard, retire du portefeuille le billet de 50 €. Il regarde de plus près les chiffres écrits au rimel. Il va vers le téléphone et forme le numéro du commissariat. Allô, Vigneault? Ici Grasset. Écoute, je sais que je suis à la retraite, mais j'ai besoin d'un renseignement. Cherche un peu s'il y a un abonné au numéro... Attends, j'ai du mal à lire. 01 41 56 87 99.
Non, ne pose pas de questions. Je t'expliquerai plus tard. Rappelle-moi dès que tu sais quelque chose. Le commissaire Grasset raccroche, le mystérieux billet de 50 € à la main, devant sa femme interloquée. Compréhension orale. Écoutez et cochez les bonnes réponses. Allô? C'est le 01 44 56 78? Oui, c'est bien ça. Je voudrais parler à Madame Grasset, C'est de la part de qui? le commandant Vivier, de la PJ Saint-Martin. C'est elle-même. C'est pourquoi? Voilà, madame. On vient de retrouver votre véhicule, Faubourg Saint-Honoré? Ce n'est pas possible. Ma voiture est dans mon garage. Je l'ai rentrée il y a à peine 2 minutes. Mais vous êtes bien Madame Odile Grasset? Non, moi c'est Martine Grasset. Oh, pardon, madame, c'est une erreur, excusez-moi. Chapitre 2. Tout ce mal pour rien. Mais enfin, quand est-ce que cet imbécile va me rappeler? Le commissaire ne tient pas en place. Il faut dire qu'après plus de 30 ans d'activité, il a bien du mal à s'habituer à la retraite. Il pense que peut-être quelqu'un est en danger. Il se demande pourquoi une femme, car c'est sûrement une femme, a écrit ces chiffres. Sans doute un numéro de téléphone, sur un billet de banque. Le billet est neuf. Il n'est pas froissé. Il est passé dans peu de mains. Il est presque midi. Grasset n'en peut plus. Il enfile son pardessus, ses chaussures. C'est à peine s'il répond à sa femme qui lui crie que le déjeuner est presque prêt et qui lui demande de ne pas rentrer trop tard. Le commissariat n'est pas très loin. Grasset y est toujours allé à pied. Il y a un peu de verglas sur les trottoirs. Il doit faire attention s'il ne veut pas se casser une jambe. Quand il arrive, ses ex-collègues l'accueillent en riant, avec les mêmes plaisanteries. « Alors, commissaire, vous avez déjà la nostalgie? Vous voulez reprendre du service ?» Il trouve Vigneault dans son bureau, en train de casser la croûte. Un sandwich jambon-beurre et une canette de bière. « Patron, quel bon vent! Je viens d'appeler chez vous. Votre femme m'a dit que vous étiez sorti. » Arrête de m'appeler patron. Je ne suis plus ton patron. Oui, excusez-moi. Mais vous savez, patron, l'habitude... Oh, pardon. Alors, ce numéro, qu'est-ce que tu as découvert? Bah, rien de spécial. Une famille tout à fait normale. Pas de disparition. Pas de plainte. Rien, quoi. C'est quand même bizarre. Quoi, patron? Vous m'expliquez ce qui se passe? Laisse, dis-moi, cette famille, où elle habite? Tenez, j'ai tout noté, là. Mais vous allez m'expliquer. Après, maintenant, j'ai affaire. Mais enfin, patron, vous ne pouvez pas me laisser sans rien me dire. Et puis, vous êtes à la retraite. Qu'est-ce qui vous arrive? Laisse-moi tranquille. Salut. D'un signe de la main, Grasset est déjà sorti. Il commence à en avoir assez de s'entendre dire 100 fois par jour qu'il est à la retraite. Ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Et puis, si quelqu'un était en danger, il appelle un taxi et se fait conduire à l'adresse que Vigneault lui a donnée. C'est un quartier de la proche banlieue. Il est 12h30 déjà. Sa femme doit être en colère. Pour leur anniversaire de mariage, c'est du beau gâchis. Tant pis. Maintenant,
Il doit aller jusqu'au bout. Le taxi le dépose devant un petit pavillon blanc entouré d'un jardin. 2 vélos sont appuyés contre la grille. Le commissaire sonne. Un homme d'une 40aine d'années entr'ouvre la porte. « Bonjour, monsieur. Vous désirez ?» Commissaire Grasset, de la police criminelle. Je peux vous poser quelques questions? L'homme a l'air affolé. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon fils a eu un accident ?» Non, je veux juste vous demander quelque chose. Il n'est rien arrivé de grave. Ne vous en faites pas. Entrez, vous m'avez fait peur. Vous savez, mon fils se déplace en mobilette. Alors, la police, j'ai tout de suite imaginé le pire. Je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Le commissaire le suit dans un petit salon. Une jeune fille est en train de lire un magazine. Quand le commissaire sort le billet de 50 €, avec les chiffres mystérieux, elle éclate de rire. Notre numéro de téléphone? Mais c'est moi qui l'ai écrit. Comment, toi? Son père s'est tourné vers elle. Oui, je voulais laisser mon numéro à Martine, une nouvelle copine. On n'avait pas de papier, ni de crayon. Alors elle a pris un billet dans son portefeuille et j'ai écrit dessus. Et puis, c'est pas du rimel, c'est du Kohl, le crayon pour les yeux. Le commissaire est déjà debout, presque honteux. Il se sent plutôt ridicule. À quoi voulait-il jouer? Au justicier solitaire? Il salue, laissant ses interlocuteurs étonnés. Le taxi l'attend. Il se fait reconduire chez lui. 28 €. La note est salée. Et cette fois-ci, pas question de la faire passer pour une note de frais. En colère, il tend au chauffeur le fameux billet. Gardez la monnaie. Décidément, il aurait mieux fait de ne pas sortir de chez lui ce matin. Soudain, il s'arrête net. Devant la porte de son immeuble, il y a des voitures de police, une ambulance, un attroupement de curieux. Compréhension orale. Écoutez et complétez. Le commissaire Grasset prend un taxi et arrive rue de Rivoli. Il descend, il est pressé. Il regarde autour de lui, l'air inquiet. Quelqu'un l'a suivi. Il décide d'attendre sur le trottoir. Il verra bien de quoi il s'agit. Un homme le dépasse. Il porte un imperméable gris et fume la pipe. Il a aussi un chapeau sur la tête. Grasset le reconnaît. Mais c'est ça, il a compris. L'homme qui le suivait, c'était Maigret. Il prend son courage à deux mains et l'interpelle. « Oh, vous! Je vous connais. Vous êtes Maigret, n'est-ce pas? Cet imperméable, cette pipe, c'est vous? » Oui, je me suis fait avoir comme un bleu. Pourquoi m'avez-vous suivi? Cette affaire de billets, elle m'intéresse aussi. Ah bon? Alors pourquoi ne pas travailler ensemble? Bonne idée. Au travail alors. Écoutez les phrases, puis dites si ce sont des énonciations ou des interrogations. Vous venez avec moi? Vous venez avec moi. Vous laissez votre numéro de téléphone. Vous laissez votre numéro de téléphone? Vous partez demain. Vous partez demain? Chapitre 3. Un crime étrange.
Un policier barre l'entrée de l'immeuble. Qui êtes-vous? Où voulez-vous aller? Mais, chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un crime. Comment vous appelez-vous? Un crime? Mais je suis le commissaire Grasset. J'habite au 2e. Je dois rentrer chez moi. Le policier est troublé. Ah! Le commissaire Grasset. Suivez-moi, s'il vous plaît. Grasset ne comprend rien. Il suit le policier. Sur son passage, les autres locataires, qui discutaient dans l'escalier, deviennent subitement silencieux. Il commence à se sentir inquiet. Un vilain pressentiment lui fait monter les escaliers plus vite. Sur le palier du 2e étage, il y a un véritable attroupement. Des gens tendent la tête, des policiers tiennent les curieux à l'écart. La porte de son appartement est grande ouverte. Des hommes vont et viennent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est ma femme? Dites-moi ce qui s'est passé. Le policier qui le précédait se retourne. Attendez un instant, je vais appeler le commissaire. Mais je veux rentrer chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Il est sur le pas de la porte. Il voit arriver Vigneault. Vigneault, qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu vas m'expliquer. Vigneault le prend par le bras. Monsieur Grasset, il est arrivé quelque chose de terrible. Votre femme, Quoi, ma femme? elle a été assassinée. Venez. Grasset est comme paralysé. Une légère pression de Vigneault sur son bras le ramène à la réalité. Venez, il faut me suivre. Il suit Vigneault comme s'il était dans une maison inconnue qu'il n'avait jamais vue. Il parcourt un long couloir, puis pénètre dans la dernière pièce à gauche. C'est son bureau. Il reste muet, pétrifié sur le pas de la porte. Les hommes de la brigade criminelle s'affairent. Ils tracent des signes sur le plancher. Par terre, il y a des taches. Grasset fait quelques pas au milieu de la pièce. Il se baisse pour observer ces taches. Du sang. Vigneault est toujours à côté de lui. Il l'arrête. « Excusez-moi, mais il ne faut rien toucher. Vous savez ce que c'est? Elle a sans doute été assommée, par derrière. Elle a une blessure à la nuque. C'est votre voisin de palier qui l'a trouvée. Il a vu la porte grande ouverte. Il a senti une odeur de brûlé, de la fumée. Alors il est entré et il l'a trouvée dans le bureau. Dans la cuisine, il y avait un rôti carbonisé dans le four. Elle devait être en train de cuisiner quand l'assassin est venu. Elle est sûrement morte sur le coup. Le commissaire est stupéfait. Mais qui a fait ça? Pourquoi? Il a presque hurlé sa question. Un silence de mort envahit la pièce. Tous les regards se sont tournés vers lui. Compréhension orale. Écoutez et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. Flash d'actualité. Mesdames et messieurs, nous nous voyons obligés d'interrompre notre programme. Votre série télévisée reprendra dans quelques minutes. Un communiqué de presse vient de nous parvenir. Une agence du Crédit Lyonnais à Dijon a été braquée. 5 malfaiteurs se sont barricadés à l'intérieur, avec une vingtaine d'otages. On a entendu des coups de feu, 3 en tout. Les braqueurs menacent d'exécuter un à un les otages, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Notre envoyé spécial, Philippe Giraud, est sur place. Laissons-lui la parole. Bonsoir, mesdames et messieurs. Les hommes d'un commando du GIGN se sont disposés tout autour de la banque. Il est bientôt 16 heures. Attendez! On entend une explosion.
La porte de la banque vient d'exploser. Les braqueurs sont en train de sortir les uns après les autres, les mains en l'air. C'est un scoop en direct. Les otages sont libres. Chapitre 4. Suspect numéro 1. De nouveau, Vigneault l'a pris par le bras. « Venez, monsieur Grasset, nous avons quelques questions à vous poser. Il faut laisser ces messieurs travailler. » Il emmène Grasset dans le salon. C'est comme si c'était lui, le maître de maison. Grasset est abasourdi. Et pourtant, il en a vu des scènes semblables, des crimes, des cadavres. Mais il a toujours été de l'autre côté, du côté des policiers, des enquêteurs. Jamais du côté des victimes, ni des suspects. Il ne comprend pas pourquoi on le traite ainsi. Vous voulez boire quelque chose, monsieur Grasset? Ça va aller? Vigneault le regarde avec inquiétude. Grasset lève les yeux et semble le voir pour la première fois. Mais pourquoi vous ne m'appelez plus commissaire ou patron? Vigneault est embarrassé. C'est-à-dire, avec ce qui se passe, moi non plus, je ne comprends plus rien. Il faut que je vous interroge. Que vous m'interrogiez? Eh oui, vous comprenez. C'est un crime, un meurtre. On doit chercher le coupable. Oui, bien sûr, mais je ne sais rien. Je viens de rentrer chez moi. Je suis désolé, je dois vous interroger. Vous aviez de l'argent? Des objets de valeur chez vous? De l'argent? Non. J'en garde toujours peu chez moi. Seulement quelques bijoux de ma femme. On contrôlera s'il manque quelque chose. Et qu'avez-vous fait ce matin? Ce que j'ai fait ce matin? Je suis venu vous voir. Vous le savez très bien. Je regrette. Vous devez me raconter votre emploi du temps de façon plus précise. Grasset n'en croit pas ses oreilles. Il a l'impression de vivre un cauchemar. Voilà qu'on l'interroge, lui. Mais enfin, je suis passé vous voir. Oui, mais après. Vous n'êtes resté au bureau qu'un quart d'heure environ. De midi à midi et quart, pas plus. Et vous n'avez rien voulu me dire. Quand j'ai téléphoné chez vous, ce matin, un peu avant midi, c'est votre femme qui m'a répondu. Et il est maintenant plus de 15 heures. Nous avons besoin de savoir ce que vous avez fait exactement cet après-midi. Mais je rêve! Ce n'est pas possible! Grasset est debout, il hurle. Mais cherchez donc l'assassin au lieu de perdre votre temps! Vigneault essaie de le calmer, mais il se démène comme un fou. D'autres personnes sont dans le salon. Il reconnaît quelques visages familiers qu'il a rencontrés au cours de ses enquêtes. Tous ses regards sont tournés vers lui, comme s'il l'accusait. Alors, il retrouve son calme et se laisse tomber dans le fauteuil. Vigneault est devenu dur, froid. « Monsieur Grasset, je vais être obligé de vous demander de nous suivre au commissariat pour un interrogatoire. » Grasset se sent pâlir. Lui, on le soupçonne, mais c'est ridicule. Il regarde le visage dur de Vigneault. Il devient sarcastique. « Je suppose que vous allez me mettre les menottes. » Voyons, vous savez très bien qu'on ne le fait pas avec les témoins. On ne tourne pas un film, monsieur Grasset. Et vous n'êtes qu'un témoin pour l'instant. Compréhension orale. Avant d'écouter les dialogues, lisez les questions. Après chaque dialogue, vous avez 30 secondes pour répondre. Puis réécoutez les dialogues une deuxième fois.
cochez les réponses qui vous semblent exactes ou complétez les phrases. Dialogue 1. André, on va au ciné ce soir? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on va voir? Un film policier, ça te va? Il y a un festival du polar des années 60. Ça te dit? Oh non, Julie, tu sais que je déteste ça. Je préfère les polars d'aujourd'hui. Il y a plus d'action. Dialogue 2. Julien, tu vas chercher le DVD du Père Noël est une ordure? Et s'il n'est pas disponible, prends Les Visiteurs. Bof. Le premier, je l'ai vu au moins une quinzaine de fois. Quant au second, je ne l'ai jamais beaucoup aimé. Et si on revoyait Tanguy? Tanguy? Ça me dit quelque chose. Oui, tu sais, c'est l'histoire du type qui n'arrive pas à partir de chez ses parents. Ah oui, bien pourquoi pas. Il est drôle et ce soir j'ai envie de rire. Dialogue 3. Dis, c'est qui l'assassin selon toi? Je pense que c'est la fille. Tu as vu les yeux qu'elle a? Tu crois? Moi je pense que c'est plutôt la femme de chambre. Elle n'aime pas beaucoup ses patrons. Mais non, tu te trompes. La fille hérite tout à la mort de ses parents. C'est plus logique. Dialogue 4. Arnaud, va te coucher. Ce film n'est pas pour les enfants. Mais maman, je suis grand, j'ai 10 ans. Non, tu vois, il y a écrit « Accord parental souhaité ». Et comme je ne suis pas d'accord pour que tu vois ce film, tu vas te coucher. Mais demain c'est dimanche. Allez, ou j'appelle ton père. Chapitre 5. Le mystère s'épaissit. Je n'en peux plus. Ça suffit. Laissez-moi tranquille. Voilà des heures que Grasset est interrogé par ses ex-collègues. Des heures qu'il raconte sa matinée, qu'il parle du billet mystérieux, de son enquête. Au début, ils ont eu bien du mal à le croire. Comment un homme aussi intelligent que lui, avec son expérience, a-t-il pu être intrigué par quelques chiffres sur un billet de banque? Puis, on a retrouvé le chauffeur de taxi, le propriétaire du petit pavillon où Grasset s'était rendu. Son alibi tenait. Grasset était aussi retourné chez lui, avec les enquêteurs, pour regarder si quelque chose manquait dans son appartement. En fait, tout était en ordre. Le peu d'argent qu'il avait chez lui était toujours là, dans le 3e tiroir de la commode. Personne n'avait touché aux bijoux de sa femme. Bref, le mystère demeurait entier. Mais l'innocence de Grasset, au moins, devenait évidente. Bon, écoutez, vous n'avez plus qu'à signer votre déposition. Voilà. Si vous voulez, on peut vous raccompagner chez vous. Grasset lève ses yeux fatigués. Non, je préfère marcher. Ça me fera du bien. Et pour ma femme? Pour l'enterrement? Vigneault hésite un instant et lui répond. On vous avertira. Peut-être demain. Vous savez ce que c'est. Oui, il sait ce que c'est. Mais jamais il n'aurait imaginé que ça pouvait être si pénible, qu'il pouvait être si facile d'être soupçonné d'un crime horrible. Ce n'est qu'en rentrant chez lui, en se retrouvant seul, que Grasset réalise ce qui est arrivé. Jusque-là, il était entouré. Il n'avait pensé qu'à se défendre. La nuit est tombée. Il a faim. La cuisine est en désordre, le four grand ouvert, le rôti carbonisé est encore sur la table. Une profonde tristesse l'envahit.
En ouvrant le frigo, il trouve une bouteille de champagne. Sa femme l'avait mise au frais. Elle aussi, elle s'était rappelé que c'était leur anniversaire. 32 ans de mariage. 32 ans de bonheur interrompu si brutalement. Les larmes lui montent aux yeux. Mais tout à coup, il regarde autour de lui. Il va dans toutes les pièces de l'appartement. Mais oui, comment n'y a-t-il pas pensé plus tôt? Les roses! Le fleuriste ne les a pas apportées. Grasset se précipite sur le téléphone pour appeler Vigneault. Mais l'air condescendant et supérieur de ce dernier lui revient en mémoire. Ce Vigneault, qui a toujours travaillé sous ses ordres et se retrouve à sa place seulement parce qu'il est plus jeune. Grasset repose le combiné. Il agira seul. Il lui montrera s'il n'est pas encore capable de mener une enquête et de trouver un assassin. Il doit faire un effort énorme pour ne pas se précipiter dans la rue, devant la boutique du fleuriste. Il fait nuit noire, tout est fermé. Il attendra demain. Demain matin, il commencera l'enquête la plus importante de sa vie et il réussira, il en est certain, à découvrir l'assassin de sa femme. Chapitre 6. Le fleuriste. Le lendemain matin, après une nuit agitée, Grasset se lève. Il se sent tout drôle de se retrouver seul. Sa femme était toujours là, toujours présente, patiente. Combien de fois elle l'a attendu devant la table mise? Combien de fois elle a passé des nuits blanches, angoissée, parce qu'elle savait qu'il menait une enquête risquée? C'est lui qui a choisi un métier difficile, dangereux, et c'est elle qui est morte. Toutes ses pensées ont agité sa nuit, l'empêchant de trouver le sommeil. Pendant des heures, il s'est retourné dans son lit, puis il s'est levé, il est allé devant la porte du bureau, et il n'a pas eu le courage de la pousser. À 4 heures du matin, quand il venait de s'assoupir, le camion des éboueurs l'a réveillé. Alors il s'est levé pour faire du café. À 7h30, il est déjà dehors. Quelques commerçants ont déjà ouvert leur boutique. La boulangère, le marchand de journaux. Le fleuriste aussi est déjà là, en train de décharger sa camionnette avec son commis. De l'autre côté de la rue, Grasset l'observe. Il revient sans doute de Rungis. Malgré le froid piquant, il ne porte qu'un gilet. La cigarette à la bouche, il s'active en donnant des ordres. Sait-il quelque chose? Grasset, qui était resté posté derrière le kiosque pour l'observer, se dit que c'est impossible, qu'il connaît ce commerçant depuis toujours. Il va rentrer chez lui. Il laissera Vigneault s'occuper de l'enquête. Commissaire! Il tourne la tête. Le fleuriste vient vers lui en courant. Commissaire, je suis vraiment désolé pour votre femme. Quand je pense que c'était votre anniversaire de mariage, je vous jure, je n'en ai pas dormi de la nuit. Le commissaire est embarrassé. Il a horreur des condoléances. Il ne sait que dire. J'ai eu un choc quand je suis venu pour apporter les roses hier à 2h et que j'ai su. Je vais vous les rembourser. Le commissaire se secoue. Ça ne fait rien. Je vous remercie. Excusez-moi. Et il s'éloigne. C'est sûr, cet homme n'est pour rien dans cette histoire. Mais alors, qui? Chez lui, il tire le rideau du salon et observe la rue. Il voit la boutique du fleuriste. Ces mots lui reviennent en mémoire.
Je suis venu chez vous vers 2 heures. Et pourtant, Grasset se rappelle lui avoir demandé de livrer les fleurs vers midi. Un pressentiment, une intuition le retiennent là, derrière ce rideau. Pourquoi le fleuriste est-il venu si tard? Sait-il quelque chose? Dehors, les premières clientes arrivent. Elles s'arrêtent devant la vitrine. Elles se penchent pour regarder les plantes. Certaines entrent. Le commerçant est aimable et souriant avec tout le monde. Les affaires, apparemment, marchent bien. 2 jeunes gens entrent. Ils en ressortent peu après, un bouquet de fleurs à la main. Tout est normal, désespérément normal. Tout à coup, Grasset a une révélation. Mais non, ce n'est pas normal. Il se passe quelque chose dans cette boutique. Quelque chose de bizarre, de grave. Il reste encore là des heures durant. Cette fois, il en est sûr. Le fleuriste cache quelque chose. Chapitre 7. Un trafic louche. Depuis qu'il surveille le magasin, Grasset a vu au moins une trentaine de clients s'arrêter et entrer. Parmi eux, une dizaine est ressortie, le même bouquet à la main. C'étaient des jeunes. Certains portaient des jeans rapiécés. Il y avait des filles, mais aussi des hommes en complet veston. Mais ils avaient tous la même manière plutôt étrange de porter leur bouquet. En général, quand on achète des fleurs, on les porte délicatement, avec précaution. Eux, non. Grasset soupçonne quelque chose. Mais qu'est-ce qui peut bien se cacher dans ces bouquets? Il irait bien en acheter un, mais c'est impossible. Le fleuriste aurait la puce à l'oreille. Alors Grasset prend sa décision. Ce soir, il va reprendre du service. Il va filer le fleuriste. À 6 heures du soir, il est dehors. Il a sorti sa voiture du garage. Il attend. Le fleuriste baisse le rideau de fer de sa boutique. Il se met au volant de sa camionnette. Aussitôt, Grasset démarre. Il n'est pas habitué aux filatures en voiture. Quand il travaillait, il avait toujours un collègue qui conduisait. Cette fois, il doit tout faire tout seul. Faire attention de ne pas se faire coincer au feu rouge, ne pas perdre la camionnette de vue, mais ne pas la serrer de trop près. C'est tout un art. Ils sont maintenant sortis de Paris. Ils ont pris le périphérique. La camionnette met son clignotant à droite. Grasset en fait autant. Les voilà sur une petite route, où peu de voitures passent. Il faut tenir les distances, s'il ne veut pas être repéré. La camionnette ralentit. Grasset s'arrête et éteint ses phares. Il entend une portière claquer. Le fleuriste a dû descendre. Grasset sort de sa voiture et avance à pied. Il fait nuit noire, une nuit glaciale. Il avance prudemment, essayant de percer l'obscurité. Il est maintenant à la hauteur de la camionnette. Il aperçoit une faible lumière sur sa gauche. C'est un vieux bâtiment, une sorte d'entrepôt. Il s'arrête juste sous la fenêtre. Il doit absolument voir ce qui se passe à l'intérieur. Lentement, il se relève. C'est bien ce qu'il soupçonnait. Sur une table, un sac rempli de poudre blanche, une petite balance.
Autour de la table, 3 hommes, le fleuriste et 2 inconnus sont en train de préparer des doses de drogue. Ils pèsent un peu de poudre blanche, en mettent une dose infime dans de petits sachets. Ils travaillent en silence. Grasset est abasourdi. Le fleuriste, son voisin, qu'il croyait si bien connaître, qu'il salue tous les matins, est un trafiquant de drogue. Il commence à comprendre. Il se sert de sa boutique pour écouler la poudre. Mais comment s'y prend-il? Que faire? Tout seul, Grasset ne peut rien tenter. Il décide donc de rentrer à Paris, d'avertir Vigneault. Mais tout à coup, Ah! il pousse un cri de douleur et il tombe par terre, sans connaissance. Compréhension orale. Écoutez le document, puis complétez le texte avec les mots suivants. Attention, certains mots peuvent être utilisés 2 fois. Le terme polar est né en France dans les années 1970 de policier et d'un suffixe argotique pour désigner un film policier, puis, plus généralement, un film ou un roman policier. Il peut être employé comme terme générique, englobant les termes plus spécifiques, roman policier, apparu en France en 1890, roman à énigme, roman noir ou hard-boiled, roman à suspense, néopolar, etc., qui correspondent à différentes formes du genre. Chapitre 8. Pris au piège. Grasset n'avait pas vu qu'un 4e homme était de garde, dehors. Quand il reprend ses esprits, il ressent une douleur terrible à la tête. Décidément, ces bandits n'y vont pas de main morte. Il ouvre les yeux. Il voudrait se frotter la nuque, là où il a si mal. C'est impossible. Il est par terre, pieds et poings liés. Les 3 bandits le regardent. C'est le fleuriste qui parle le premier. « Alors, commissaire, je croyais que vous étiez à la retraite. »« C'est vous? Pourquoi avez-vous tué ma femme? » ?»« Votre femme, c'était un accident, commissaire. Mais vous, pourquoi m'avez-vous suivi? Je suis désolé. Je vous trouvais bien sympathique. » « Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes fou. On vous prendra. Mes collègues vont me chercher. Ils vous trouveront. » Le fleuriste a arrêté de préparer les doses. Il s'approche de Grasset, qui se débat, qui essaie désespérément de se libérer de ses liens. « On vous cherchera, commissaire, et on vous trouvera. Mais trop tard. Vous n'allez pas supporter votre chagrin. Un suicide, commissaire. Il ne vous reste rien d'autre à faire que vous suicider. Vous allez vous pendre, commissaire. » Les hommes ont terminé leur travail. Ils lui détachent les pieds. « Allez, debout, et ne faites pas le malin. » Un bandit pointe un revolver contre lui. 2 hommes montent dans la camionnette. Le fleuriste indique à Grasset sa voiture. « Montez, commissaire. Mais cette fois-ci, c'est moi qui conduis. On va trouver une belle forêt, un bel arbre. Pas ici. Personne ne doit savoir que vous êtes venu ici cette nuit. » La camionnette est partie la première. Derrière, dans la voiture, Grasset tremble de peur. Ces hommes sont déterminés. Sa dernière heure est venue. Il a découvert trop de choses.
un trafic de drogue, une organisation impeccable. Mais sa femme, pourquoi? Ils parcourent plusieurs kilomètres. Ils sont maintenant à l'entrée d'un chemin de campagne. La camionnette s'est arrêtée. La voiture continue encore quelques centaines de mètres. Le fleuriste s'arrête. Là, c'est parfait. Il commence à neiger. Décidément, on a de la chance. On ne devra même pas effacer les traces de pas. Le deuxième homme pousse Grasset hors de la voiture. Il a une corde. Il fait un nœud coulant. Allez, commissaire, je suis désolé. Vous auriez mieux fait de profiter de votre retraite, de lire des livres, d'aller à la pêche. Le commissaire s'avance. Il est résigné. Il sait qu'il ne s'en tirera pas. C'est vrai, il aurait mieux fait de profiter de sa retraite. Il a cherché tous ses ennuis. S'il n'avait pas été intrigué par ce billet, s'il n'avait pas voulu jouer les Sherlock Holmes, sa femme serait encore vivante. Et lui aussi. Ils auraient pu voyager, partir. Mais ma femme, pourquoi l'avez-vous tuée? Dites-le moi au moins. Maintenant, ça n'a plus d'importance, commissaire. Elle n'a pas souffert. Elle ne s'est rendue compte de rien. Ils sont au pied d'un arbre. Le fleuriste a un siège pliant, qu'il a pris dans le coffre de la voiture. Un siège que Grasset emmenait avec lui, au cas où il aurait eu envie d'aller à la pêche, au printemps. Il l'a mis sous l'arbre. Il a noué la corde autour d'une grosse branche. « Adieu, commissaire. Je suis désolé. » Compréhension orale. Écoutez l'enregistrement suivant, puis répondez aux questions. D'après le résumé de Maigret et le port des brumes. Un homme a été retrouvé dans les rues de Paris, totalement amnésique et absolument muet. Sous la perruque qu'il porte, la police découvre un crâne rasé et une blessure par balle minutieusement recousue. L'homme a le regard vide. Il est désorienté. Il ne semble plus comprendre ce qu'on lui dit. Tout le monde est perplexe au commissariat. Le commissaire Maigret a alors une idée. Il va faire publier sa photographie dans la presse nationale. Peut-être quelqu'un pourra-t-il reconnaître le mystérieux personnage. Chapitre 9. Tout est clair. Grasset se débat, dans un ultime sursaut. Le fleuriste et son complice le soulèvent de force. Tout à coup, la forêt s'illumine, comme en plein jour. « Police! Que personne ne bouge !» L'ordre a été si subit que les deux malfaiteurs n'ont pas le temps d'esquisser un seul geste. 2 policiers les ont déjà maîtrisés. Grasset pousse un cri. « Vigneault, qu'est-ce que vous faites ici ?» Bonne question, commissaire. Et vous? Vous êtes content de me voir cette fois-ci. Vigneault serre la main tremblante de Grasset, qui ne le lâche plus. Mais expliquez-moi, comment avez-vous su? Je vous surveillais, commissaire. Je savais bien que vous feriez quelque chose, que vous chercheriez l'assassin. Moi aussi, j'ai de l'intuition, quand je veux. Allez, tout le monde au poste. Cette fois-ci, on va s'expliquer. Au petit matin, en rentrant chez lui, Grasset repense à toutes les révélations de la nuit. Il sourit à l'idée qu'il a attendu d'être à la retraite pour découvrir un immense trafic de drogue qui se déroulait depuis des mois sous son nez, sous sa fenêtre. Ainsi, le fleuriste avait tout avoué,
tout expliqué. Oui, il avait organisé un trafic impeccable, sous le couvert de son magasin. Comme tous les fleuristes, il donne avec chaque bouquet un petit sachet contenant de la poudre blanche, une sorte d'engrais à verser dans l'eau pour faire tenir les fleurs plus longtemps. Lui, dans ses sachets, il écoulait de la drogue. Pour se faire reconnaître, ses clients particuliers n'avaient qu'à dire un mot de passe, une phrase conventionnelle. Il payait et il ressortait avec un bouquet banal, mais surtout avec le sachet empoisonné. « Mais ma femme, pourquoi ?» Grasset avait hurlé sa question. Cette question à laquelle il cherchait une réponse depuis 2 jours. Et cette fois, le fleuriste avait tout raconté. Il était venu livrer le bouquet de roses vers midi, comme convenu. Elle admirait les fleurs, leurs parfums. Elle bavardait, elle avait commencé à enlever le cellophane qui les entourait. Elle avait pris le sachet. Et le fleuriste s'était aperçu qu'il lui avait donné non pas un sachet d'engrais, mais un sachet contenant la drogue. Elle bavardait. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ces sachets? Je ne sais pas, une sorte d'engrais. Mais c'est une poudre miracle. La dernière fois, mes roses ont tenu plus d'1 semaine, moi qui adore avoir des fleurs à la maison. Si je savais ce que c'est, je pourrais en acheter. Je ne sais pas exactement. On dit que c'est une sorte d'aspirine. Madame Grasset s'était mise à rire. De l'aspirine pour les fleurs, ce n'est pas possible. Tenez, je pourrais le faire analyser pour savoir. Je suis sûre que si je demandais à mon mari, ses collègues du labo le feraient. Le fleuriste avait pâli. Le téléphone avait sonné dans le bureau. Elle était allée répondre. C'était Vigneault qui appelait Grasset pour le mystérieux billet. Le fleuriste l'avait suivi. Et dès qu'elle avait posé le combiné, il l'avait frappé avec un gros cendrier, une seule fois, sur la nuque. Puis il avait repris ses roses, le cellophane, le sachet de poudre. Il était revenu vers 2 heures et il avait fait semblant de vouloir livrer les roses. Après avoir écouté ses aveux, le commissaire, ému, avait serré très fort la main de Vigneault. « Merci, Vigneault, et bonne chance. Je vous laisse ma place sans regret. Je ne pourrai plus jamais faire ce métier. » Il était triste. Sa femme était morte pour rien, pour quelques mots anodins. Il voulait partir, être seul, enfin, avec son chagrin. « Attendez, monsieur Grasset, ne partez pas. Je dois vous dire quelque chose. Votre femme, elle vous attend. » Grasset dévisage Vigneault avec stupeur. « Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fou? » « Non, commissaire. Elle n'est pas morte. Elle était dans le coma. On a menti, pour l'enquête. Et puis parce qu'on avait peur que l'assassin ne revienne. Elle est sortie du coma cette nuit. Elle va s'en sortir, commissaire. Elle vous attend. Venez, je vous accompagne à l'hôpital. Compréhension orale. Voilà les différents témoignages des personnages de cette histoire. Écoutez-les. 1. Madame Grasset. Toute cette histoire m'a bouleversée. Je crois que les fleurs, désormais, je n'aime plus beaucoup. Grasset ne devra plus m'en offrir. Cette leçon m'a appris bien des choses. Il faut se méfier même des gens qu'on connaît. Mais ça va me passer. Aujourd'hui, je suis un peu pessimiste. Mais demain, nous verrons. 2. Le fleuriste.
Grasset, il m'était plutôt sympathique. Tous les jours, je le voyais traverser la route, prendre son journal. Mais c'est de sa faute si aujourd'hui je suis en prison. Et bien sûr, je lui en veux. La vie ici est difficile. Il faut toujours faire très attention. Mon avocat me dit que je n'ai aucune circonstance atténuante et qu'ils me donneront le maximum. C'est sûr que je regrette. La prison, c'est horrible. 3. Vigneault. Tout est bien qui finit bien. L'enquête, Madame Grasset qui sort du coma, Grasset qui finalement s'en est bien sorti. Je savais que Grasset était têtu comme une mule. J'ai bien fait de le suivre et je me suis bien servi de lui. Mais dans le fond, je l'aime bien quand même, malgré ses airs et surtout son caractère. Je suis content de moi. 4. Monsieur Grasset. Je peux vous assurer que jamais plus je ne me mêlerai des affaires qui ne me concernent pas. J'ai pris une résolution, profiter de ma retraite et emmener finalement Madame Grasset faire le voyage de nos rêves. Tahiti, les Caraïbes ou même tout simplement la Corse, la célèbre île de beauté. Oui, oui, à nous les voyages, le bon temps. Mais qu'est-ce que je vois ici? C'est du sang! Il faut que je téléphone à Vigneault.